Le club mediarh.com sur BFM Business. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous ce soir? Attirant sexuellement? Sexuellement, je ne sais pas. Attirant, j'espère. Nous sommes ravis de vous recevoir, cher Frédéric. Alors, Frédéric Fougera, vous êtes vice-président en charge de la communication de Ethypharm. C'est un grand laboratoire, c'est ça? C'est un grand laboratoire français, oui, spécialisé dans la galénique, tout ce qui entoure le principe actif du médicament. Alors, on pourrait parler de cette entreprise peut-être une autre fois, mais on est ravis de vous recevoir, car vendredi, c'est pas vieux, il y a 48 heures, vendredi, on a pu découvrir dans la tribune, Sophie Peters me confirme, elle est toujours dans le studio, vous avez développé un beau sujet, un sujet sur la séduction. Le titre, c'est séduction, technique RH ou attitude naturelle. Expliquez-moi. Alors tout de suite, je précise, justement, je ne traitais pas de la séduction sous l'angle sexuel, oui. Mais sous l'angle de la séduction dans l'entreprise et de ce que peut apporter la séduction et de ce qu'elle apporte d'ailleurs du recrutement jusqu'à la vie de tous les jours dans l'entreprise. Oui, votre conviction, c'est que ce soit dans les organisations publiques ou privées, la vie professionnelle est faite en permanence de rencontres, d'échanges, de qualité humaine, d'impact, où la séduction peut jouer un rôle déterminant. Voilà le point de départ de l'idée. Où la séduction doit jouer un rôle permanent et j'ai commis ce texte un peu en réaction à l'agressivité, au manque de douceur, aux relations qui sont pas toujours très sympas entre les gens, alors qu'il est si simple d'être courtois, d'être poli, de faire preuve d'un peu d'éducation et donc d'interchanger avec un peu de séduction et du coup d'instaurer un climat de travail plus serein. Alors tout le sujet que vous proposez de réflexion, c'est la séduction est-elle simplement une attitude naturelle, on peut l'imaginer, n'est-ce pas, ou une technique relationnelle? Bah oui, alors la question après c'était de savoir est-ce que c'est inné, est-ce que je suis un séducteur donc c'est facile pour moi et puis mon voisin c'est pas un séducteur donc c'est plus compliqué pour lui. En fait, je pense que c'est un petit peu entre les deux. On a certains plus d'aptitude que d'autres à être des séducteurs, mais enfin quand on est manager, on doit aussi faire preuve on doit faire un peu d'effort et on doit aussi avoir un comportement plutôt de séduction avec ses collaborateurs. Quand on veut recruter quelqu'un, on sait être séducteur pour le faire venir, pour l'intéresser dans l'entreprise. Une fois qu'on l'a recruté, je pense qu'il faut aussi continuer à faire preuve d'un peu de séduction pour le motiver, pour le garder, pour lui donner du plaisir à travailler. Et je pense que le plaisir, on l'aura soi-même en retour. Oui, il ne suffit pas d'attirer un candidat, encore faut-il savoir le retenir. Mais oui, c'est ça aussi l'idée. François Noguet, là on est chez vous, on frappe à votre porte. François Noguet, je vous rappelle que François Noguet est DRH du groupe SNCF, 240 000 personnes, il sait de quoi il parle. La séduction, c'est des deux côtés, c'est-à-dire que l'entreprise doit séduire et donc un chargé de recruteur, c'est d'abord celui qui vend un métier et le candidat, il doit séduire aussi. Et donc, mais c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens et puis ça se reproduit après à tous les niveaux dans l'entreprise. On travaille en équipe quand on a des relations d'affaires, des relations quand il faut vendre un projet, il faut être dans la manière dont on le présente, il faut séduire son interlocuteur, il faut lui faire comprendre que finalement on est les meilleurs pour le porter et le projet est intéressant, séduisant. Et François Fougera, le rapport de séduction est-il plus propice à attirer l'attention de l'autre? Dans l'entreprise, par exemple. Prenons l'exemple. À le faire adhérer à un projet. Oui, absolument. Enfin, il est plus facile de partager, d'avancer, de motiver une équipe par la séduction, par des relations douces, je dirais. Frédéric, que par une attitude autoritaire, que par l'agressivité, qui va créer des barrières, qui va créer des freins. Enfin, en tout cas, c'est pas ma façon de manager, c'est pas ma façon de travailler, et c'était ce que je souhaitais exprimer. Alors, on a pu le lire dans la tribune. Florence, un mot, une réaction sur ce thème. Tout le monde n'a pas cette capacité de séduction chevillée au corps. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi quand même avoir un peu d'indulgence. Nous sommes plus ou moins extravertis. Il y a une espèce de principe de lasagne où, vous savez, trop de lasagne tue la lasagne. Pour certains d'entre nous, dont je fais partie, trop de contact humain tue le contact humain. C'est-à-dire que ça n'est pas toujours facile de briser la glace. Ça n'est pas toujours facile d'être séduisant même dans un entretien d'embauche. Donc, il faut aussi avoir un peu soit de compassion, soit si on est soi-même séducteur, de se dire qu'on peut aller chercher l'autre, on peut aller chercher ce qu'il a de meilleur, on peut aller chercher son charme, sans s'attendre absolument à ce que nous soyons dans cette culture où il faut être le plus charmant, le plus extraverti possible pour que les gens aient envie de vous connaître. Ça n'est pas facile pour tout le monde. Or, ces gens-là ont des compétences aussi. Florence Servan-Chabert, je vous écoute parler, en même temps je n'oublie pas que vous avez la double culture franco-américaine. Oui. Ça vous va? Est-ce que vous trouvez des différences justement
de comportement en entreprise, dans les relations humaines, entreprise, vous qui avez vécu des deux côtés de l'Atlantique. Gigantesque. Allez-y, dites-nous le comportement, justement, il y a une espèce de comment dire, ce qu'on appelle le small... le management, je parle. Oui, le small talk. Vous savez, cette capacité à parler de tout et de rien, les Américains l'ont extraordinairement. Ils vont souvent rester à ce niveau-là, mais qui est assez efficace. Le small talk, absolument. Assez efficace pour ce que l'on a à faire, et notamment en entreprise. Ici, je trouve que nous sommes moins, justement, à l'écoute des gens qui ont du mal à s'exprimer. Il y a aussi une façon de s'exprimer. Peut-être que l'anglais permet ça aussi. C'est une langue dans laquelle il est assez facile de dire des choses. Nous avons plus de vocabulaire, nous avons plus d'émotions, de nuances aussi. C'est vrai dans la langue. Donc c'est une langue passionnante dans laquelle moi j'adore particulièrement écrire en français. Mais du coup, ça complique un peu les choses. Et ça ne donne pas sa place à tout le monde, là où dans les rapports, dans les entreprises américaines, c'est beaucoup plus facile d'être à peu près au même niveau de relation, parce que c'est très codé ce que l'on se dit, ce que l'on ne se dit pas dans les entreprises américaines. François Noguet, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec Florence Servan-Schreiber? Oui. Cette idée de code? Oui, tout à fait. C'est DRH de la SNCF. Oui, c'est quelque chose aussi qu'on vit dans l'entreprise. Il faut savoir ménager des relations au quotidien, pas simplement sur des sujets de fond, sur des sujets, mais la vie. La vie de tous les jours, c'est nouer ses relations de manière simple sur les small talk. On pratique aussi. Et ce qui compte, non mais c'est important de vous entendre, François Noguet, parce que ce n'est pas un hasard si vous avez été élu le DRH de l'année. Vous faites partie de ceux qui mettent en avant l'enjeu de la qualité de la vie au travail, m'a-t-on dit. Maintenir la cohésion interne et personnelle à bord. Je pense que c'est vraiment un enjeu majeur pour les grandes entreprises comme les nôtres, pour toutes les entreprises, mais en particulier les grandes entreprises, parce que c'est des organisations qui sont très structurées, dans lesquelles il y a des repères métiers qui sont très importants pour les personnels. Ces entreprises qui sont soumises à des changements comme la nôtre, à des changements importants d'environnement, de contexte. On parlait de la concurrence tout à l'heure, et ça affecte beaucoup. Ça vient heurter des repères culturels, des repères métiers, et il faut en permanence veiller à ce qu'on peut appeler la cohésion sociale, en fait. C'est-à-dire, au fond, que les personnels soient continuellement à bord de ces changements, qu'à un moment donné, il n'y ait pas cette fracture entre la stratégie de l'entreprise et puis les salariés qui se disent certainement elle est bonne pour l'entreprise, mais est-ce qu'elle est bonne pour moi? Au fond, la question, c'est comment faire en sorte que les salariés au plus près du terrain, ils aient le sentiment que ce qui se passe dans l'entreprise, c'est bon pour eux, c'est bon pour leur devenir professionnel et c'est bon pour leur boulot. Voilà. Donc ces questions sont au cœur de nos missions ressources humaines. Il y a des leviers, vous les avez défini vous-même, et c'est intéressant de vous entendre en parler. Oui, alors je pense qu'il y a un certain... Pour permettre justement de maintenir la cohésion interne. Et effectivement, cette cohésion, je pense, passe par un certain nombre de leviers. Vous savez, les collectifs de travail, je crois que c'est extrêmement important. Parler de small talk, la proximité, on manque beaucoup dans les évolutions qu'on connaît. C'est vrai, encore une fois, pour l'entreprise... François Noguet, pardon, le DRH de la SNCF qui s'exprime. C'est vrai pour l'entreprise, mais c'est vrai pour la société. On manque de lieux de proximité cruellement. Ce dont souffrent beaucoup les salariés comme les citoyens, c'est la distance qui les sépare des grandes institutions, des directions. Bon. Donc recréer des lieux de proximité. S'il faut les créer. Créer ou recréer, parce que chez nous, les collectifs de travail sont importants, il faut les maintenir, il faut les faire vivre. Ensuite, il y a aussi toute cette question, on parlait d'écoute, l'empathie. Moi, je pense que une des valeurs importantes pour moi dans les équipes, c'est l'esprit de synergie, c'est la capacité à fonctionner en synergie. On peut avoir quelqu'un d'extrêmement compétent, d'extrêmement brillant, s'il ne sait pas travailler avec les autres, je dirais, c'est foutu. C'est plus un poids qu'un moteur pour l'entreprise. Puis je dirais aussi, c'est travailler sur les aspirations individuelles. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui compte de plus en plus, c'est la capacité pour les individus à se développer. Est-ce que l'entreprise va m'apporter cette capacité à me développer individuellement ou pas? Il faut savoir jouer là-dessus, il faut savoir investir sur ses salariés en permanence, à travers la formation, à travers la mobilité, à travers la prise en compte de leurs aspirations individuelles. On va y revenir, il y a d'autres, bien sûr, leviers certainement, vous en avez d'autres, et c'est intéressant, vous faites partie des DRH en pointe dans ce domaine-là, c'est pas un hasard, encore une fois, si vous avez été élu DRH de l'année. Je voudrais juste terminer cette séquence avec vous, Frédéric Fougerat. Dans le cadre de votre job, vous êtes vice-président communication de Ethypharm, c'est ça? C'est ça. De ce laboratoire. Je reviens au point de départ de votre intervention sur la séduction, qui était à l'origine justement aussi de cette intervention de la tribune. C'est un sujet que vous mettez en pratique vous-même dans l'entreprise?
Vous avez essayé de monter des séminaires sur ce thème, la séduction. Il n'y a pas de séminaire monté sur le thème de la séduction, mais par exemple, on est une entreprise qui travaille beaucoup sur la prévention des risques psychosociaux et la bonne qualité, le bon relationnel entre les personnes compte beaucoup dans le cadre de la prévention contre les risques psychosociaux, et avoir une bonne attitude, un bon comportement, et donc essayer de garder des liens de séduction permanents peut participer à ce bon comportement et à ce bon fonctionnement de l'entreprise. Merci Frédéric Fougera, à bientôt. À bientôt, Alexandre. Dans ce sujet, vous en avez d'autres aussi, bien sûr. À bientôt. BFM Business, le club mediarh.com, Alexandre Lichamp. Dans quelques instants, bien notre ami Yves Abitbol, le patron et fondateur de myconcierge.fr, sera là pour nous permettre une nouvelle découverte. Mais d'abord, tout de suite, comme chaque dimanche, Sandrine Chicot. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Alexandre. Alors, vous êtes la responsable du service emploi de 01net et 01 informatique. Elle est rédactrice en chef de 01net et 01 informatique pour l'emploi. Pas vraiment. À chaque fois, je vous balance des galons, c'est bien. Ça va finir par marcher. Ça va. En le disant à la radio, peut-être que votre patron vous le donnera, votre bâton. Alors Sandrine Druca, merci d'être avec nous. Vous avez envie de revenir sur une étude que vient de sortir Viadeo. Alors c'est un sujet passionnant sur les liens qu'entretiennent les Français avec leur travail pendant leur congé. Alors c'est un sujet d'actualité bien sûr. Alors est-ce qu'ils arrivent d'abord à se déconnecter pendant les vacances? C'est un sujet vraiment d'actualité. Alors de moins en moins. Ah. En fait, plus de la moitié des personnes interrogées par Viadeo, donc 56% exactement, gardent un œil sur leur travail alors qu'elles sont loin du bureau. Incroyable ça. Alors plus précisément, il y a 21% d'entre elles qui le font parce que leur employeur l'exige et 35% qui le font volontairement de temps en temps en consultant par exemple leur mail. Mais est-ce que c'est nouveau ? Alors, c'est intéressant de ce savoir. qui est nouveau, c'est la tendance de moins en moins de Français se déconnectent complètement. La fameuse coupure voilà. de l'été, elle est de moins en moins franche, cette coupure. Voilà, il y a de moins en moins de coupures entre la vie privée et professionnelle. Ça s'atténue et c'est un large débat d'ailleurs dans le monde de l'entreprise. Alors, aussi. Sandrine, avant que vous n'alliez plus loin, on va demander confirmation à nos invités. François Noguet, DRH de la SNCF, vous le ressentez? Bah oui, c'est évident. C'est évident que les nouveaux outils, par exemple le BlackBerry, c'est pas simplement vacances, pas vacances, c'est aussi toute la semaine. C'est le soir, quand on a quitté le boulot, c'est le week-end. Non mais en vacances, on se déconnecte plus. Oui, mais effectivement parce qu'on a des outils qui rendent tellement facile la communication, quelle que soit la distance, que c'est très difficile de décrocher. Et donc ça appelle une discipline. Moi, je pense que ça appelle alors une discipline collective, une discipline individuelle de la part de chacun pour faire en sorte qu'il y ait quand même une frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et sans compter maintenant les iPads, les tas d'outils dont on dispose, c'est vrai qu'on peut rester connecté 24/24. Florence Servan-Schreiber. Les 35% qui le font volontairement prouvent bien que on s'exprime vraiment quand on travaille. Parce que si je le fais volontairement, c'est que ça me fait du bien. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que cette fracture entre justement la vie professionnelle et la vie personnelle montre bien que les gens sont probablement bien à leur place. Néanmoins, il ne faut pas oublier que pour pouvoir continuer à avancer, nous avons besoin impérativement de récupérer. Il y a des moments où malgré sa tendance, son professionnalisme ou sa passion pour ce que l'on fait, il faut s'arrêter complètement. Alors, Frédéric Fougera veut intervenir, il devait partir mais il est resté parce que l'enquête l'intéresse. Mais oui, juste une chose, parce que je trouve que c'est vrai et aussi pour son contraire, c'est qu'avec la culture réseau social plus les outils dont on dispose aujourd'hui, la maison, on emporte notre maison au bureau, donc on consulte, on échange avec des amis, avec la famille alors qu'on est au travail, mais aussi quand on arrive sur notre espace de temps personnel, on continue d'échanger avec ses relations professionnelles et les frontières deviennent de plus en plus difficiles. Ça va faire plaisir à Jacques Attali qui nous prédisait que nous allions devenir des nomades. C'est-à-dire que même pendant les vacances. Alors, mais est-ce qu'il y a, rassurez-nous, ma chère Sandrine Chicot, y a-t-il encore quand même des Français qui arrivent à lâcher prise selon l'enquête de Viadeo? Alors oui, mais ils ne sont pas nombreux. Donc pour seulement un Français sur 5, donc 21%, il est hors de question que le travail vienne troubler leur tranquillité durant leur congé. C'est pas beaucoup, 21%. Est-ce qu'ils ont toujours le choix finalement? Est-ce que ce n'est pas évident pour des managers qui ont des responsabilités? C'est ce que disait François Noguet il y a quelques instants. Alors, je crois qu'effectivement, il faudra en parler des heures, il faudra apporter beaucoup de nuances. C'est sûr que quand on est un manager avec de lourdes responsabilités, la tâche se complique. En revanche, il y a quand même des professionnels de l'organisation, des champions de l'organisation qui arrivent à s'imposer une discipline stricte et à s'y tenir. Alors par exemple, est-ce que dans le cas de l'enquête, comment ça se définit? Comment font-ils?
faciles. Des choses toutes simples, mais ils vont plutôt s'efforcer de lire leur mail le matin avant le petit déjeuner familial, pendant la journée. On parle des vacances, là, on est d'accord. Voilà, toujours, exactement, on est en vacances, là. Vous êtes en Corse, ou je sais pas où vous allez, vous Alexandre, allez en Corse, cet été, vous mais écoutez, oui. Pendant la Vous journée. avec moi, je suis obligé de rester en France. Mais c'est en bateau avec vous. On ferme la parenthèse. Donc pendant la journée, ce sont des personnes qui n'utilisent leur téléphone que pour recevoir des SMS et des appels importants. Ils n'hésitent pas à mettre le mode vibreur pour décider du moment opportun pour lire leurs messages. Et puis enfin, faut pas oublier que quel que soit mais j'ai l'impression que vous me décrivez quelqu'un qui est au boulot et en réunion, il est survivant. Non, quelqu'un qui a une discipline stricte, même quand il est en vacances, et je trouve ça assez respectueux de son entourage. J'ai déjà vécu l'épisode dans la télécabine avec mon mari qui recevait des appels